Et si le véritable crime n'était pas seulement l'assassinat de Thomas Sankara, mais l'ensevelissement d'une révolution dont l'Afrique a aujourd'hui un besoin vital. Depuis quelques mois, le capitaine Ibrahim Traoré a survécu à plusieurs tentatives d'assassinat. Pourtant, il refuse de se taire. Il révèle enfin les forces qui ont planifié la mort de Sankara et expose les stratégies sournoises pour enterrer une révolution qui bouleversait l'ordre établi. Pourquoi ces révélations, plus de 35 ans après la tragédie, devraient-elles vous concerner personnellement? Parce que le destin de Sankara ne se limite pas à un fait divers historique. Il interroge encore aujourd'hui notre capacité à accepter ou à craindre un leadership radical, courageux, prêt à tout risquer pour l'avenir d'un peuple. Posez-vous la question. Votre pays pourrait-il seulement survivre à un dirigeant tel que Traoré ou Sankara? Beaucoup de gouvernements africains, et même au-delà, préféreraient enterrer la vérité plutôt que de voir émerger une figure audacieuse et incorruptible. Ce qui s'est joué à Ouagadougou en 1987, ce n'est pas seulement la disparition d'un homme, mais l'étouffement d'un espoir. Comme pour Lumumba au Congo, l'assassinat de Sankara a brutalement mis fin à un projet révolutionnaire pour l'Afrique. Souveraineté, justice et refus de la soumission aux intérêts étrangers. Ignorer ces questions, c'est accepter que l'histoire se répète, perte de souveraineté, occasion manquée de transformer nos sociétés et perpétuation d'un cercle vicieux de pauvreté et de corruption. Ce drame n'est pas une fatalité, mais la conséquence de choix collectifs et de complicités silencieuses. Pourquoi la voix de Sankara continue-t-elle de hanter les couloirs du pouvoir africain? Parce qu'il a incarné, dans ses excès comme dans ses succès, la possibilité d'un autre chemin. Parce qu'il nous force à regarder en face le prix de la soumission et le courage nécessaire à la vraie rupture. Mais qui était vraiment Thomas Sankara? Et pourquoi son rêve dérangeait-il tant d'intérêts puissants, en Afrique comme ailleurs? Avant d'être un président visionnaire, Thomas Sankara a d'abord été un enfant confronté à l'injustice, obligé de questionner et de défier l'ordre établi dès ses premières années. L'histoire commence à la fin des années 40, dans une Haute-Volta encore sous domination coloniale. Thomas voit le jour en 1949 au sein d'une famille nombreuse de 10 enfants. Son père, ancien soldat, impose une discipline stricte. Sa mère, elle, fait de l'éducation une priorité absolue. Leur maison de briques, modeste mais stable, offre à Thomas un rare sentiment de sécurité, tout en l'exposant aux inégalités qui rongent la société. À l'école, la ségrégation est flagrante. Les enfants africains n'ont pas accès aux mêmes bancs ni aux mêmes livres que les fils de colons français. Les tensions sont quotidiennes, parfois violentes. Très tôt, Thomas observe et s'interroge. Pourquoi certains enfants portent-ils des uniformes impeccables alors que d'autres peinent à trouver une paire de chaussures? Pourquoi la langue et la culture du colon restent-elles la norme, même après tant d'années? Puis vient l'année 1960, celle où la Haute-Volta obtient son indépendance. Thomas a 11 ans. Pour marquer le coup, il organise avec ses amis une cérémonie clandestine. Il remplace le drapeau français par celui tout neuf de leur pays. Un geste simple mais explosif. Les enfants européens réagissent avec hostilité. La bagarre éclate et Thomas comprend alors que l'indépendance politique n'efface pas d'un coup les rapports de force ni les humiliations du passé. Face aux obstacles, Thomas ne plie pas. Il excelle en mathématiques et en français, poussé par la rigueur de son père et l'exigence de sa mère. Sa curiosité le mène vers la religion, le scoutisme, puis le théâtre, où il développe une conscience aiguë des injustices sociales. Certains prêtres voient en lui une vocation religieuse, mais Thomas refuse de se laisser enfermer dans un destin prédéfini. Il veut choisir sa propre voie. Son choix surprend la famille. Il s'inscrit à l'école militaire, non par simple obéissance, mais parce qu'il pressent que là se trouve un levier pour comprendre et changer la société. À Madagascar, il découvre la misère des campagnes, assiste à des soulèvements populaires et s'immerge dans la lecture des révolutions d'Afrique et d'ailleurs. Les discussions avec ses camarades, les débats enflammés, la confrontation à la réalité. Tout cela forge chez lui une conviction radicale. Pour que l'Afrique retrouve sa dignité, il faudra briser les chaînes de l'injustice et inventer une nouvelle voie, loin des modèles imposés. Comprendre la naissance de Sankara, c'est saisir comment la pauvreté, la colonisation et la discipline familiale peuvent nourrir la révolte. Chaque expérience de son enfance sème en lui la graine d'un combat sans compromis. Mais avant de devenir la voix d'un continent, Sankara doit encore franchir l'étape décisive, entrer dans l'arène politique, là où chaque choix peut coûter cher. Ce qui a fait trembler les puissants, ce n'est pas la force brute de Thomas Sankara, mais sa manière d'utiliser le système contre lui-même. Il l'a fissuré de l'intérieur, là où personne n'osait s'aventurer.
Son ascension est foudroyante. Dès sa nomination comme ministre de l'Information, il scandalise l'élite en dénonçant sans détour la corruption et en refusant d'être la vitrine d'un régime militaire figé. Son franc-parler l'isole, mais il ne plie pas. Plus tard, devenu Premier ministre, il claque la porte au compromis, rejetant les pressions françaises et les privilèges de l'armée. La réaction du système ne tarde pas. Sankara est arrêté plusieurs fois. Mais la rue s'enflamme, la population réclame sa libération. Très vite, il devient la voix des sans-voix, l'incarnation d'un espoir neuf. Le 4 août 1983, un nouveau coup d'État éclate. Cette fois, Sankara prend la tête du pays. Il fonde le Conseil national de la Révolution et promet une renaissance pour la Haute-Volta. Les réformes tombent à un rythme effréné, comme la pluie en saison d'hivernage. Sankara nationalise les terres, les remet aux mains des paysans, brise le pouvoir ancestral des chefs, abolit les taxes qui étranglent les plus pauvres. Il traque la corruption, coupe dans les dépenses de l'État, impose une discipline de fer dans l'administration. Les symboles sont partout. Le pays devient Burkina Faso, la terre des hommes intègres. Sankara impose le faso d'Anne Fanny, tissu traditionnel, comme habit révolutionnaire. Les hauts fonctionnaires doivent renoncer à leur voiture de luxe et donner l'exemple. La révolution ne s'arrête pas à l'économie. Elle pénètre la société. Sankara interdit l'excision, condamne la polygamie et le mariage forcé. Il instaure des journées où les hommes accomplissent les tâches ménagères pour faire bouger les mentalités. Il lance de vastes campagnes d'alphabétisation et de vaccination visant à éradiquer la méningite, la poliomyélite et la rougeole en quelques mois. L'exemplarité devient sa règle. Il publie sa déclaration de patrimoine, refuse tout avantage, impose une austérité stricte à l'élite. Les Mercedes sont bannis, place aux modestes Renault 5 et aux bicyclettes, symbole du peuple. Sankara vit comme ses compatriotes, rappelant à ses ministres qu'ils servent la société, et non l'inverse. Mais cette révolution dérange. En s'attaquant frontalement aux intérêts établis, en rejetant le luxe et la soumission aux puissances étrangères, Sankara s'attire la haine des élites et l'hostilité de certains voisins. L'isolement du Burkina Faso s'accentue. Rapidement, la révolution semble menacée de toutes parts. Autour de Sankara, la méfiance s'installe car tous savent que même la lumière révolutionnaire peut devenir dévorante. Mais comment tenir face à tant d'ennemis internes et externes ? La suite va montrer que l'idéal révolutionnaire a un prix et que nul n'y échappe sans cicatrice. La menace la plus sournoise pour Sankara n'est pas venue d'ennemis lointains, mais de son propre entourage. Face à l'impérialisme, Sankara cible d'abord la France. Il dénonce haut et fort les chaînes de l'aide internationale, la dette écrasante, l'emprise du Fonds monétaire international. Les élites ouest-africaines, souvent inféodées à Paris, voient en lui un agitateur incontrôlable qui menace leurs privilèges. Rapidement, le Burkina Faso se retrouve isolé. Les pressions diplomatiques s'accentuent, les caisses se vident, les avertissements pleuvent. Sankara, fidèle à ses principes, refuse de reculer. Mais la tension s'infiltre jusque dans son gouvernement. Les complots se multiplient. Plusieurs conjurés sont arrêtés, certains exécutés pour servir d'exemple. Le climat se fait étouffant, la peur s'installe. La révolution sur le terrain vacille. Les comités de défense de la révolution, censés défendre le peuple, dérapent parfois. Les tribunaux populaires jugent à la hâte, sans justice réelle. Les syndicats, autrefois alliés, se sentent trahis. La rupture devient définitive après la répression sanglante des étudiants et enseignants. L'idéal s'émiette, la déception s'installe. Mais la menace la plus grave se tapit plus près encore. Blaise Compaoré, frère d'armes et confident de Sankara, prend ses distances. En silence d'abord, puis en ralliant à lui les frustrés, les ambitieux, les anciens dignitaires écartés. Le jeudi 15 octobre 1987, tout bascule. L'après-midi, une réunion de crise vire au drame. Des hommes armés envoyés par Compaoré surgissent. Sankara est abattu avec 12 de ses plus fidèles compagnons. Leurs corps sont enfouis à la hâte, sans stèle ni adieu, comme pour effacer leur passage. Dès le lendemain, Compaoré s'empare du pouvoir. Il promet la rectification de la révolution. En réalité, c'est le retour en force des anciens privilèges et de la dépendance internationale. Les réformes sont balayées, l'aide extérieure afflue à nouveau, les élites d'hier reprennent la main. En une journée, un rêve s'effondre, l'espoir s'éteint. Ce qui se joue alors dépasse le sort d'un seul homme. C'est l'enterrement brutal d'une vision politique, la preuve que la trahison de l'intérieur peut anéantir tout élan collectif. La révolution brisée laisse la place à la résignation et au silence. Mais face à cette trahison, que reste-t-il vraiment de l'héritage de Sankara ?
Son souvenir survit malgré la volonté d'effacer sa trace. Et si la révolution a été vaincue, l'idéal qu'il incarnait continue de hanter les consciences et d'inspirer la jeunesse africaine. Et si le plus grand hommage à Thomas Sankara n'était pas une statue ou un discours, mais l'application concrète, ici et maintenant, de ses principes intransigeants? Chez Sankara, l'intégrité radicale n'était pas un slogan. Il rejetait le népotisme, imposait une rigueur absolue dans la gestion des fonds publics et exigeait de l'exemplarité à tous les niveaux. Chaque jour, il prouvait qu'il était possible de diriger sans se servir ni favoriser sa famille ou ses amis. Dans un monde rongé par la corruption, cette exigence de transparence résonne, brûlante, plus actuelle que jamais. Sankara répétait qu'aucune nation digne ne doit rester prisonnière de l'aide extérieure. Il refusait les emprunts faciles et choisissait l'austérité lucide, pariant sur une réalité universelle. Sans souveraineté politique et économique, aucune révolution ne survit. Afrique ou non, chaque peuple devrait s'interroger sur sa propre autonomie et sur les chaînes invisibles de la dette et de la dépendance. La vraie richesse, pour lui, ne se résumait pas à la croissance du produit intérieur. Elle résidait dans l'éducation, la santé, la dignité humaine. Il a brisé les privilèges, affronté les habitudes des élites, placé les services publics, l'émancipation des femmes et la lutte contre la faim au sommet des priorités. Ces combats, bien au-delà de l'Afrique, restent essentiels, partout où les sociétés sont menacées par le repli, l'injustice ou l'indifférence. Sankara martelait aussi le rôle fondamental de la société civile. Il défendait le contrôle populaire, la liberté syndicale, la presse indépendante, convaincu que le pouvoir n'appartient jamais à un seul homme, mais à tout un peuple. Il nous invite encore aujourd'hui à demander des comptes, à défendre les voix discordantes, à ne jamais abandonner notre avenir à d'autres. Pourtant, son parcours nous met en garde. La précipitation, l'autoritarisme ou l'exclusion rendent fragile même la plus noble des révolutions. La méthode Sankara avait ses limites. Il a parfois oublié d'inclure certains acteurs ou d'attendre que l'adhésion devienne massive. L'audace demande aussi de l'écoute et la conviction, de l'humilité. Mais une certitude demeure. L'histoire de Sankara ne s'adresse pas qu'aux héros. N'importe qui peut incarner une part de son exigence. Refuser la résignation, s'unir pour agir, choisir la discipline et la cohérence, c'est déjà prolonger la révolution. Dans nos gestes quotidiens, dans chaque prise de position pour plus de justice, nous pouvons raviver cette flamme. Laisser l'exemple de Sankara s'éteindre, ce serait accepter la soumission et la médiocrité. S'en inspirer, c'est ouvrir la voie à une transformation profonde, que l'on soit citoyen, dirigeant, jeune ou ancien. La question n'est plus ce que Sankara aurait fait, mais ce que nous sommes prêts à oser pour sortir de l'ornière. Toute leçon ne vaut que si elle est transmise et vécue. À nous de jouer. Mais comment concrètement garder vivante l'inspiration de Sankara dans un contexte où tant de forces cherchent à l'effacer? Le combat pour la mémoire et l'action restent plus crucial que jamais. On peut faire taire un homme, mais l'on ne peut pas tuer une idée dont le temps est venu. Le 15 octobre 1987, Thomas Sankara tombait sous les balles. Mais derrière cette mort brutale, un mystère brûle encore. Qui a voulu éteindre cette voix, et pourquoi tant de hâte à enterrer ses rêves? Sankara, ce n'était pas qu'un chef d'État. Il incarnait une promesse, celle d'une Afrique insoumise, debout face à la corruption, aux prédateurs et à l'humiliation imposée par l'étranger. Son assassinat n'était pas seulement un crime contre un homme, mais une tentative d'étouffer une alternative dangereuse, contagieuse pour tous les pouvoirs établis. Pourtant, malgré les décennies, malgré le silence, l'esprit Sankara refuse de mourir. Il survit dans chaque jeune qui s'indigne, dans chaque femme qui réclame justice, dans chaque citoyen qui ose demander des comptes. Son héritage se propage comme une braise sous la cendre. Fermer les yeux sur cette mémoire, c'est accepter la répétition des mêmes injustices, c'est choisir la soumission. Mais garder ouverte la blessure, c'est se donner la force de changer le récit, d'oser replanter sur les ruines les graines d'un avenir plus digne. La révolution commencée par Sankara a été brisée, mais elle a laissé un serment, celui de questionner sans cesse le pouvoir, d'exiger transparence et justice, d'oser rêver à une Afrique fière qui n'a pas à s'excuser d'exister. Aujourd'hui, la dette de vérité reste entière. Qui a tué Sankara? Pourquoi ce mur de silence, ces complicités? Ces questions ne sont pas reléguées au passé, elles sont la boussole de notre présent. Oublier ceux qui ont tracé le chemin, c'est condamner nos sociétés à tourner en rond, prisonnières de l'histoire. Vous qui entendez ces mots, que retiendrez-vous de Sankara? Ferez-vous partie de ceux qui détournent les yeux ou de ceux qui portent la flamme? L'Afrique a soif de femmes et d'hommes prêts à défendre l'audace, l'intégrité, la justice. Ce choix nous appartient.
La discussion doit continuer, le débat doit s'enrichir. Partagez ce que Sankara représente pour vous, car une révolution oubliée est une révolution morte, et c'est à nous de la garder vivante. Mais afin d'approfondir l'impact de la révolution sankariste, prenons le temps de dérouler des exemples concrets, d'établir des parallèles historiques et d'imaginer des scénarios qui éclairent la portée de ce destin brisé. Commençons par la réforme agraire. Sankara a suivi l'exemple de pays comme la Chine maoïste ou le Vietnam du Nord, où la redistribution des terres a bouleversé l'ordre social. Au Burkina Faso, il a transféré des hectares entiers de terres aux paysans, brisant l'emprise des chefs traditionnels et ouvrant la voie à une agriculture plus productive. Imaginons aujourd'hui un gouvernement africain qui oserait exproprier de grandes exploitations pour les remettre à de petites familles rurales. Les résistances félisseraient un énorme, mais le potentiel de transformation sociale serait tout aussi grand. Sur le plan de la santé, l'éradication de la méningite et de la poliomyélite fut menée tambour battant, à la manière des campagnes massives de vaccination initiées par l'Organisation mondiale de la santé dans les années 50 et 60. En moins de 2 ans, des millions d'enfants furent vaccinés au Burkina Faso. Aujourd'hui, dans de nombreux pays africains, les campagnes de santé publique restent entravées par le manque de moyens et la corruption. S'inspirer de Sankara, ce serait mobiliser l'État et la société civile pour relever ces défis, sans attendre toujours l'aide extérieure. L'éducation fut également un terrain de rupture. Sankara lança de grands chantiers d'alphabétisation, inspirés par la révolution cubaine de Fidel Castro qui, dès 1961, avait éradiqué l'analphabétisme en 1 an. Au Burkina Faso, le taux d'alphabétisation grimpa de manière spectaculaire en quelques années. Imaginez que chaque village africain bénéficie d'un centre d'apprentissage, que chaque adulte ait droit à une seconde chance. Cette vision, loin d'être utopique, fut réalisée partiellement sous Sankara et peut encore inspirer la politique d'aujourd'hui. Sur la condition féminine, les lois sankaristes sont restées sans équivalent, en Afrique francophone jusqu'au début du XXIe siècle. L'interdiction de l'excision, la lutte contre le mariage forcé et la polygamie, les campagnes pour l'autonomie économique des femmes, autant de mesures qui, aujourd'hui encore, peinent à être adoptées dans de nombreux pays. En Ouganda, le président Yoweri Museveni a tenté lui aussi d'imposer des lois progressistes sur la famille, mais s'est heurté à de vives résistances religieuses et coutumières. Sankara, lui, avait compris que l'émancipation des femmes était la clé de la transformation sociale. Pour prendre la mesure de la rupture sankariste, il faut aussi évoquer la lutte contre la corruption. En France, au lendemain de la Libération, le général de Gaulle avait imposé une rigueur extrême dans la gestion des deniers publics pour reconstruire l'État. Sankara, dans une démarche similaire, a imposé la transparence. Aucun ministre ne pouvait s'enrichir. Il a publié sa déclaration de patrimoine, se déplaçait à vélo et vivait dans une maison modeste. Ce niveau d'intégrité, rare même dans les démocraties avancées, reste un modèle pour tous les dirigeants contemporains. Regardons aussi l'impact international. Sankara, devant l'Organisation de l'Unité africaine, a appelé les États à refuser collectivement de payer la dette en affirmant que la dette ne peut pas être remboursée parce que, d'abord, si nous ne payons pas, nos bailleurs ne mourront pas, soyons-en sûrs. Par contre, si nous payons, c'est nous qui allons mourir. Ces mots, prononcés en 1987, trouvent encore un écho dans les débats actuels sur la dette souveraine. Plusieurs pays sud-américains, comme l'Équateur sous Rafael Correa, ont tenté de renégocier ou de refuser une partie de leur dette. L'exemple burkinabé montre que la souveraineté n'est pas qu'un concept abstrait. C'est un choix politique, parfois dangereux, toujours difficile. À ce stade, imaginons un scénario moderne. Supposons qu'un dirigeant africain aujourd'hui décide de geler le remboursement de la dette extérieure pour investir massivement dans l'éducation, la santé et l'agriculture. Immédiatement, les agences de notation abaisseraient la note du pays, les bailleurs de fonds suspendraient leur aide, les investisseurs fuiraient. Mais à long terme, si ce choix s'accompagnait d'une mobilisation interne et d'une lutte implacable contre la corruption, il pourrait transformer la nation. Le cas de la Malaisie, qui a su, au prix d'une certaine fermeté, conditionner l'aide internationale à ses priorités nationales, montre que l'audace peut payer. En matière de société civile, Sankara croyait dur comme fer à la démocratie populaire. Il a créé les comités de défense de la Révolution, inspirés des soviets russes et des comités cubains, pour donner la parole aux citoyens ordinaires. Mais il n'a pas su éviter les dérives autoritaires. Cette leçon vaut pour tous les mouvements de transformation. Il ne suffit pas de donner la parole au peuple,
Il faut garantir les contre-pouvoirs et la liberté d'expression. Les révolutions arabes de 2011, par exemple, ont montré que l'absence de structure démocratique solide peut conduire au chaos. Pour ne pas répéter les erreurs du passé, que faire? Voici des étapes concrètes pour prolonger l'esprit sankariste aujourd'hui. Premièrement, multiplier les espaces de dialogue citoyen. Chaque quartier, chaque village, chaque université devrait disposer d'assemblées ouvertes où les habitants débattent des priorités locales. En Afrique du Sud post-apartheid, les forums communautaires ont permis d'élaborer collectivement la nouvelle constitution. C'est cette pratique qu'il faut généraliser. Deuxièmement, instaurer une éthique rigoureuse dans la gestion publique. Cela passe par la publication annuelle des patrimoines des élus, la mise en place de tribunaux anticorruption indépendants et la protection des lanceurs d'alerte. L'exemple du Rwanda, qui a réduit drastiquement la corruption dans l'administration, prouve que c'est possible. Troisièmement, investir massivement dans l'éducation et la santé sans attendre l'aide extérieure. Cela suppose de revoir les budgets nationaux, de taxer de manière progressive les secteurs rentiers et de mobiliser la diaspora. L'Inde, par exemple, a pu financer son système de santé rurale grâce à des taxes spécifiques sur certains produits de consommation. Quatrièmement, promouvoir l'égalité femmes-hommes à tous les niveaux. Cela implique des lois contraignantes, mais aussi des campagnes de sensibilisation continue, l'intégration de l'égalité dans les programmes scolaires et la valorisation des femmes dans la vie publique. Le Sénégal a adopté la parité dans les assemblées élues. C'est une voie à suivre. Cinquièmement, renforcer l'indépendance des médias et des syndicats. Une presse libre, des syndicats très forts, une justice autonome. Voilà les piliers d'une société résiliente. Le Ghana, avec sa presse pluraliste et sa Commission nationale des droits de l'homme, donne un exemple de progrès possible en Afrique. À l'échelle individuelle, chacun peut prolonger l'héritage de Sankara. Cela commence par le refus des petits compromis quotidiens. Ne pas payer de pots de vin, refuser les discriminations, défendre la vérité même lorsque c'est risqué. Cela continue par l'engagement associatif, la participation aux élections, l'éducation des enfants à la citoyenneté. Enfin, la mémoire de Sankara doit se transmettre. Cela peut passer par la création de clubs Sankara dans les écoles, l'organisation de semaines thématiques sur la révolution burkinabé, la valorisation des archives et des témoignages. En Argentine, les maires de la place de Maille ont maintenu vivante la mémoire des disparus pendant la dictature. En Afrique, la jeunesse peut jouer ce rôle de gardienne de la mémoire et d'aiguillon du changement. En définitive, l'histoire de Sankara n'est pas celle d'un échec, mais d'une promesse. Comme celle de Patrice Lumumba, de Che Guevara ou d'Amilcar Cabral, elle rappelle que la liberté et la justice sont des conquêtes fragiles, toujours menacées, toujours à recommencer. La question qui reste posée n'est pas seulement « qui a tué Sankara ?», mais qui osera aujourd'hui reprendre le flambeau et aller plus loin ? À vous qui écoutez, le choix appartient désormais. Car la révolution ne meurt jamais tout à fait. Elle sommeille en chacun de nous, attendant